Bonsoir. Ce soir, nous recevons Gérard Pommier, que la plupart d'entre vous ici connaissent d'ailleurs, et que j'ai le plaisir de vous présenter. Alors, c'est un honneur combien redoutable et intimidant, tant l'œuvre dont il est porteur est riche, foisonnante et multiple. Vous êtes psychanalyste et psychiatre, membre d'Espace Analytique, cofondateur de la Fondation européenne pour la psychanalyse, membre du comité éditorial de la revue internationale de la clinique lacanienne, au sein duquel vous jouez un rôle très actif. Vous êtes professeur émérite des universités. Vous avez enseigné à Nantes, Strasbourg, puis à Paris 7. Vos nombreuses publications, j'en ai compté, j'en ai certainement oublié, une quinzaine environ depuis ces 15 dernières années, semblent couvrir tout le champ de la psychanalyse. Ce qui m'a amené, par souci de cohérence interne, à les ordonner en 3 séries, en bousculant un petit peu la chronologie. Alors, une première série s'ouvre avec l'exception féminine, suivie de l'ordre sexuel, puis que veut dire faire l'amour, ensuite l'amour à l'envers, du bon usage érotique de la colère, avec comme point d'orgue l'ouvrage récent, sorti il y a à peine quelques jours et que l'on s'arrache déjà dans les bonnes librairies de la ville, et d'ailleurs sans doute, et dont le titre est féminin, Révolution sans fin. Je ne vous en parlerai pas puisque je ne l'ai pas encore lu. Dans ces textes, par conséquent, autour des névroses, de la névrose actuelle, vous ne cessez d'interroger l'énigme du désir, les impasses de la jouissance, les aléas et les apories de l'amour, long cortège des désordres amoureux. Traumatisme subjectif, celui que notre désir cause lorsque nous devons le refouler, complexe paternel, dégagement et clarification des pères réels, imaginaires et symboliques, sont sans cesse remis au travail avec exigence et rigueur, moins dans un but pédagogique, m'a-t-il semblé, but pédagogique qui est réel, mais moins dans un but pédagogique qui est réel, que poussé par une implication, une nécessité qui touche sans doute à l'intime. L'écriture qui porte ces textes-là est lumineuse, fluide et désirante. Elle active la dynamique subjective dans une joie toute spinozienne qui ouvre à l'accroissement de l'être et à l'accroissement de la pensée et qui va contre le désenchantement, la mélancolie et la tristesse phallique. Plus techniques sont vos textes sur la psychose. Il y a d'abord Logique de la psychose, puis l'abord des psychoses après Lacan, la mélancolie d'Althusser, mais également qu'est-ce que le réel, et aussi et surtout le nom propre, ses fonctions logiques et inconscientes, paru en 2013, ouvrage qui va vous permettre d'élaborer avec précision la fonction du nom propre, le patronyme, qui sera un opérateur incontournable de l'acte analytique et de la cure. Mais votre travail inlassable et exigeant sur le nom, qui traverse toute votre œuvre, vous permet de repérer et de décliner les trous dans la dation du nom propre, qui est votre définition de la forclusion. Il existe en effet, écrivez-vous, des occurrences cliniques où le nom n'est pas donné, d'autres encore où il est donné, mais où il n'est pas pris, autant de trous dans la dation qui définissent la forclusion du nom, concept irremplaçable apporté par Lacan et que vous ne cessez d'explorer et de développer dans une langue qui vous est propre. Une troisième série de vos publications porte sur la psychanalyse elle-même. Réflexion sur ses problèmes, sa place face à la postmodernité, son statut. À quelle pratique de discours appartient la psychanalyse qui puisse la distinguer de la philosophie comme de la médecine? Votre livre, La névrose infantile de la psychanalyse, tentera d'y répondre, en partie. Puis viendra en 2004 Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse,
Alors, sans l'avoir aucunement cherché, en effet, les neurosciences démontrent aujourd'hui comment le langage modélise le corps beaucoup plus profondément encore que le symptôme hystérique ne le laissait prévoir. Cette mise en tension du corps par le langage est si importante que nombre de résultats, est si importante, oui, que nombre de résultats de la neurophysiologie ne peuvent être interprétés sans le secours de la psychanalyse. Alors ces observations et ces résultats sont d'une très grande portée puisqu'ils mettent en relief le tissage serré du corps et du langage qui est en définitive l'essence même de notre travail et du travail de la cure. Ce livre arrivé à point nommé, en effet, grâce à la découverte freudienne, la dichotomie corps-esprit semblait gommée à jamais, et pourtant, les exploits de la chirurgie high-tech, la mise en nomenclature des handicaps et des symptômes évacuant toute technique de la subjectivité, la multiplication des molécules en tout genre, toutes ces techniques triomphantes, largement médiatisées, machinant des corps sans sujet, jetaient dans l'ombre insidieusement la révolution freudienne et menaçaient de faire oublier ce qui semblait définitivement acquis. Parution donc venue à point nommé pour vous, qui, en fervent défenseur de la cause freudienne, n'avait cessé d'être lanceur d'alerte chaque fois que sa pratique était menacée. Je pense à 2 articles parus dans les numéros 5 et 13 de la clinique lacanienne. L'un porte le titre de « Transparence, bon prétexte pour petit meurtre d'âme ». L'autre, « L'enseignement de la psychanalyse à l'université est-il condamné à disparaître ou à être rangé du côté des humanités sans diplôme soignant ». Militant de la cause analytique, dans votre récent projet, autour de quelques collègues, projet de rédiger un dictionnaire de la psychanalyse afin de donner aux jeunes internes des outils qui enfin leur permettent de penser, eux qui n'ont comme repère et horizon depuis quelques années que les DSM successifs qui ne peuvent que geler la pensée. Votre militantisme au croisement de l'éthique et du politique fait une de vos singularités dans notre communauté où la neutralité analytique, entre guillemets, sert souvent d'alibi à tout engagement. Et d'ailleurs, n'avez-vous pas écrit, il y a quelques années, un Freud apolitique, avec un grand point d'interrogation? Et il me semble, justement, où le point d'interrogation est à lui seul l'amorce d'une réponse. Puis je crois que Lacan a souvent dit que l'inconscient, c'était le politique aussi. Alors bref, on vous trouve toujours dans les moments et les lieux où il importe de raviver le tranchant de la découverte freudienne et de l'enseignement de Lacan, beaucoup plus que dans les postes officiels et présidences honorifiques des grandes institutions et grandes associations analytiques dont vous semblez vous tenir à distance pour garder votre liberté de penser et d'écrire, sachant sans doute que le discours du maître finit toujours tôt ou tard par y assourdir la parole analytique. Mais ceci est une autre histoire. Alors ce soir, vous vous proposez de nous parler dans le cadre de notre travail sur le forclusif, que vous avez intitulé « L'intensité de la forclusion et de sa conséquence sur le corps », avec un petit explicatif qui met en appétit la position du phénomène psychosomatique, entre guillemets, ayant été inscrit de manière connexe, mais différemment par Freud et par Lacan. Vous nous proposez d'aborder ces 2 positions en même temps que leurs explications métapsychologiques. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire comme introduction? Je pourrais dire que psychose comme névrose, ça ne suffit pas à décrire une pathologie. La pathologie
elle ne réclame pas ces étiquettes. On peut très bien être psychotique ou névrosé en étant tout à fait hors pathologie. La pathologie, elle commence avec des problèmes d'intensité, et comme le disait Stefan Zweig, seul ce qui est improductif est pathologique. C'est-à-dire qu'on peut très bien, on est tous quelque chose d'étiqueté sans être du côté de la pathologie. Alors, mon point de réflexion de départ, c'est disons la psychiatrie classique. La psychiatrie classique, en quoi ces observations ont servi de descriptif en prenant systématiquement des dizaines de cas identiques, et créer cette similarité qui a fait une sorte de perfection des entités nosographiques, mais encore faut-il y ajouter cette question de l'intensité, et en voyant bien qu'aucun des symptômes répertoriés par la psychiatrie classique n'est pathologique en lui-même, ni les délires, ni les hallucinations. Il existe des délires psychotiques et névrotiques, il existe aussi des hallucinations psychotiques et névrotiques, et ce n'est pas névrose et psychose qui font la pathologie. Par exemple, dans les études sur l'hystérie, vous connaissez tous l'histoire de la crème brûlée, qui est manifestement hallucinatoire, et toutes les justifications délirantes qui sont données à des croyances hallucinatoires, et la différence comment dire, clinique, elle tient soit à l'Spaltung, c'est-à-dire la division du moi dans les psychoses, ou je dirais pour les névroses, c'est un tout autre processus, c'est en quelque sorte, contrairement aux psychoses où c'est en quelque sorte une moitié du sujet qui s'exprime contre l'autre, dans les névroses, c'est une reviviscence du passé, c'est une identification passée qui fait la dimension délirante éventuelle, c'est-à-dire la croyance délirante, et pas du tout la dimension hallucinatoire. Par exemple, pour ce qui concerne les paranoïas, Freud a fait une grande avancée, par exemple dans les hallucinations des paranoïas, en disant que tout tournait autour des réversions du verbe « je l'aime », dans le président Schreiber, mais je l'aime, lui, un homme, mais naturellement, ça n'est pas le fait que ce soit un homme qui fait le caractère hallucinatoire, mais c'est le fait que ce soit un père, ce qui est tout à fait une nuance supplémentaire que Freud n'a pas apportée sur le coup. Voilà. Donc sur ce terrain-là, en ajoutant la question du nom, Lacan a rajouté une nuance tout à fait fondamentale, parce que ce n'est pas seulement je ne l'aime pas, lui, un homme, mais je ne l'aime pas, lui, mon père. Donc c'est une nuance supplémentaire que Freud n'avait pas vue. Donc on voit bien qu'il y a des progressions importantes qui peuvent se faire d'un mécanisme psychique à l'autre. Il existe un certain nombre d'autres explications de la psychose quant à son mécanisme central, la position schizoparanoïde de Klein, l'attaque des liaisons de la pensée de Bion, l'externalisation de Racamier. Et ces hypothèses ont un point commun, c'est d'incriminer à chaque fois
l'appétit, un appétit maternel dévorant. Donc là, je suis en train d'interroger la causalité des psychoses en ajoutant encore un mot à propos de la genèse de l'invention de la forclusion. Vous savez que c'est 2 ans après le séminaire sur les psychoses, où il n'en a pas été question, que Lacan a déclaré qu'il devait cette découverte à Lévi-Strauss, dans la lecture des structures élémentaires de la parenté. C'est ce qu'il a mis à jour dès 1950, avec la fonction sémantique du signifiant 0, un signifiant qui est nécessaire à la lignée comme point de capiton, ou encore invente Lacan à ce propos de nom du père. Et donc c'est sur ce point central que Lacan a repris à son compte une invention de Lévi-Strauss, que Lévi-Strauss emprunta lui-même à Saussure et à Jacobson. Je suis en train d'essayer de montrer, de rappeler brièvement une géologie pour dire ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Pour Lévi-Strauss, ce point de capiton, c'est la même chose que le mana, l'orenda, ce qui représente l'esprit du père une fois parricidé. Un esprit du père qui engendre la culpabilité parce qu'il a été parricidé et le refoulement, et par conséquent, contrairement à ce qu'avait pensé Lévi-Strauss, il crée un écart entre le signifiant et le signifié. L'écart entre le signifiant et le signifié, c'est la culpabilité de celui qui se prend pour un père en nommant les choses, c'est-à-dire en jouant avec sa voix et en s'en servant pour nommer les choses. Il fait cet acte royal, il devient le père, il est coupable, d'où s'enclenche pour lui une pensée justificative. Ça, c'est le point central de ce que je vais amener aujourd'hui, c'est que quand il n'y a pas cette pensée justificative, les phrases s'effondrent, le signifiant s'écroule sur le signifié, et de ce fait, c'est la racine du phénomène psychosomatique, puisque le signifié, ce sont les représentations de choses, les pulsions qui sont directement articulées aux sensations et qui sont donc directement branchées sur le corps. Donc le phénomène psychosomatique sera une conséquence à deux temps lointaine de cette histoire d'association des signifiants entre eux à titre justificatif, parce que le sujet est lancé dans une pensée justificative concernant la place qu'il prend en entrant dans le langage. Est-ce que j'ai été clair? Qui a dit oui? Non, est-ce que j'ai été clair? Parce que de cette façon-là, vous avez un éclairage tout à fait intéressant sur ce que c'est que le phénomène psychosomatique, comme phénomène branchant directement la signification sur les pulsions, donc sur les sensations du corps, donc sur la douleur du corps, donc sur les phénomènes psychosomatiques. Et vous remarquerez l'énorme différence entre Freud et Lacan sur ce point, parce que Freud articule les représentations de mots entre elles, les signifiants, alors que Lacan, que dit Lacan de ce que c'est que le phénomène holophrastique? C'est l'association d'un signifiant à un autre signifiant. Donc il économise la question de ce que c'est que le signifié, de ce que c'est que la pulsion, de ce que sont les représentations de choses. Alors vous voyez la question de l'importance du vocabulaire et des concepts pour commencer à parler du phénomène psychosomatique. Voilà. Alors vous voyez le principe. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est l'enfant qui joue avec les sons, joue avec le seul jouet qu'il peut utiliser pendant plusieurs mois, donc il entre dans le langage de cette façon-là. Mais pour ce faire,
il utilise la matière sonore, il se prend pour un père, en quelque sorte, il est le père de son propre logos, définition d'ailleurs parfaitement platonicienne de l'entrée dans le langage, et étant le maître de son propre logos, il est coupable de prendre cette position paternelle et il s'en justifie. Voilà. Donc, décalage intéressant par rapport à ce que c'est que la parole, au moins la parole dénotative, la parole qui indique ce que c'est qu'un mot dans son rapport à une chose, à représentation par rapport à une représentation de mots, ou avec la simplification lacanienne, le signifiant par rapport au signifié, et de cette façon-là, on voit bien qu'il y a, je dirais, une culpabilité de l'entrée dans la parole elle-même qui, du coup, n'arrête plus jamais de parler, n'arrête plus jamais de se justifier par des mots et ensuite de nouveaux mots. Ensuite, de cette façon-là, je crois qu'on comprend bien ce que Lévi-Strauss voulait dire avec ce terme, l'institution zéro. C'est bien en effet le tombeau du père, ce qui fait le tombeau de la lignée dans le système totémique, et que c'est ce point-là qui est le moteur de la parole du sujet, qui cherche à se disculper à chacune de ces phrases. C'est pour ça que la parole, c'est le b.a.-ba, a une fonction refoulante par rapport aux représentations de choses, par rapport aux sensations, donc par rapport aux sensations d'organes, qui correspondent à l'utilisation du langage, et c'est par ce biais-là que Freud branche directement, comme si c'était tout naturel, le langage d'organes. Toutes ces références freudiennes, vous pouvez les trouver dans l'article de Freud sur l'inconscient de la métapsychologie. Voilà, en employant ce vocable des neurologues de 50 ans avant lui, des représentations de mots et des représentations de choses. Ils sont tout à fait branchés sur la pulsionalité, et qu'on peut, en effet, comme Lacan l'a fait, brancher sur le langage saussurien, mais avec un léger appauvrissement qui fait que, pour la plupart des lacaniens aujourd'hui, signifiant ça va, mais signifier où il est. À quoi ça sert? Il n'y en a pas l'usage. En fait, il n'y en a pas l'usage. Tout se résorbe sur le signifiant, c'est-à-dire, au fond, sur ce qui prépare l'holophrase. L'holophrase économise ce que c'est que la représentation de choses, c'est-à-dire la représentation pulsionnelle, ou le langage d'organes, la souffrance du corps. Voilà. Les choses, les sensations, sont connectées entre elles par la pulsionalité, et c'est ça qui est refoulé par l'association des représentations de mots, c'est-à-dire des signifiants entre eux, qui s'appuient sur le signifiant zéro, le signifiant du nom du Père. Alors, on voit dans quelles occurrences les représentations de mots peuvent s'effondrer sur les représentations de choses. Dans quelles occurrences? En l'occurrence de la forclusion du nom du Père, la fameuse forclusion du nom du Père. À ce moment-là, dès qu'il y a forclusion du nom du Père, eh bien, c'est la grammaticalité des phrases qui s'effondre, donc qui débouche sur le langage d'organes, sur le langage pulsionnel, sur la souffrance schizophrénique du corps. Il n'y a qu'à relire Artaud pour voir que c'est tout le corps qui souffre de cette façon-là, en effet, par forclusion du nom du Père, c'est-à-dire libération des sensations du corps, libération de la sensationnalité des organes d'origine ou de leurs équivalents métonymiques. Et ça, c'est un système en miroir entre dedans et dehors qu'on entend très bien dans tout le langage
schizophrénique, hein, c'est-à-dire ce point où la forclusion a écroulé le signifiant sur le signifié. Je crois que je me suis bien expliqué sur la façon dont ça se produirait, hein, c'est-à-dire un effondrement vertical, alors que je vous fais remarquer que Lacan voit cet effondrement, il le voit horizontal, c'est-à-dire pour lui l'holophrase c'est l'association, le collage, le gel, qu'est-ce que ça veut dire? Le gel des signifiants entre eux. C'est une façon de déplacer la découverte de Freud en économisant l'utilisation du signifié. Donc la conception de Freud, première, économise le concept assez peu pratique, il faut bien dire, d'holophrase, parce qu'on ne voit pas du tout pourquoi un signifiant viendrait se geler sur un autre signifiant. Hein. Pourquoi il y aurait horizontalisation de ce qui est clairement vertical dans tout le langage schizophrénique, hein, contrairement au langage paranoïaque ou mélancolique, où il n'y a rien de tout ça, rien du tout de tout ça, c'est vrai. La forclusion n'est vraie, la forclusion du nom du père n'est vraie au fond que pour la schizophrénie. Elle n'est visible que pour la schizophrénie, pour la paranoïa et pour la manie-mélancolie. C'est un tout autre processus qui est en jeu, hein, avec somatisation aussi, mais c'est un processus de verticalité et pas du tout un processus d'horizontalité. Voilà. Alors la découverte de Freud de l'invention du langage a été en somme assez approximative, comme un grand nombre de ses inventions, qu'il a ensuite amélioré pour les améliorer. Il a ensuite remanié ses inventions pour les améliorer. On peut dire que beaucoup de ses inventions concernant le langage, il en avait déjà trouvé le principe en tant que neurologue. Lisez son livre rébarbatif, mais si étonnant, sur les aphasies, que Freud lui-même ne comptait pas parmi son œuvre de psychanalyste. Il a fait une œuvre de neurologue aussi importante que son œuvre de psychanalyste, mais il n'a pas compté dedans. Voilà. Donc les concepts freudiens se sont produits et modifiés à l'épreuve du temps et de la clinique. Quant à la découverte extraordinaire de Lacan, la forclusion, c'est le contraire, elle ne s'est pas du tout améliorée. Elle est restée dans son état, comme une sorte de diamant solitaire, et on en parle aujourd'hui comme il y a 40 ans. On parlait de la métaphore paternelle ou du signifiant du nom du père, alors que Lacan, depuis, a cherché à résoudre le problème que ça posait d'un certain nombre d'autres manières, pluralisation du nom du père, la topologie, tout ça n'étant pas absolument convaincant, alors qu'il aurait pu déjà commencer par repartir du mythe des deux pères d'Oedipe, qui sont parfaitement clairs pour comprendre ce que la forclusion concerne, que la forclusion ne concerne pas la totalité du complexe paternel, mais seulement son mouvement interne. C'est-à-dire se servir des deux pères du mythe d'Oedipe. Et Lacan a préféré employer ses compagnons préférés, c'est-à-dire réel imaginaire symbolique, et allons-y, et ce qui ne résout pas les problèmes posés. Vous pouvez essayer, quand vous les résolvez d'un côté, ils ne sont pas résolus de l'autre. Et plus tard, en introduisant des figures topologiques, des neuboroméens,
qui donne beaucoup d'illustrations explicatives, mais regardez les auteurs, ils ont tous des explications différentes. Je veux dire, vous avez tellement d'explications possibles avec les nœuds borroméens que pour le moment, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup de travaux qui soient conclusifs. Bon, il n'en reste pas moins que je dis ce soir que l'algorithme de Lacan reste encore ce que nous avons de mieux pour approcher les faits cliniques collationnés par la psychiatrie classique. Par exemple, il existe plusieurs formes de psychose, nombreuses et régulières, mais sans doute une seule d'entre elles, la schizophrénie, correspond à l'algorithme de Lacan. C'est-à-dire un problème concernant le nom du père. Si vous prenez les paranoïas, comme par exemple le président Schreiber, ou bien les mélancolies, eh ben, ils ont des pères d'acier. Il n'y a pas de forclusion de leur patronyme. Schreiber ou Jean-Jacques Rousseau ont très bien porté leur nom. De plus, dans les paranoïas, il y a au contraire une surprésence du père qui pourrait être incriminé comme déclencheur du délire. Et non, cette sirène qu'on en a vraiment assez d'écouter, c'est l'étouffement par la mère, comme le sous-entend l'algorithme, qui, à mon sens, ne concerne guère spécifiquement que les schizophrénies. Alors, il n'en reste pas moins qu'à ce jour, l'algorithme de Lacan paraît absolument irremplaçable. Il faut voir déjà, essayer de poser les questions que ça pose. D'abord, il faut bien voir que le nom du père n'est même pas un signifiant. Ce n'est pas un signifiant, le nom du père. Un signifiant renvoie à un autre signifiant. Un nom propre ne renvoie pas à un autre signifiant. C'est un symbole. Le nom propre, c'est un ex-signifiant qui est déconnecté de la chaîne signifiant, qui renvoie à aucun autre signifiant. Alors, c'est vrai que le nom du père n'est pas simplement un nom propre, et c'est vrai. Mais il est pourtant flagrant qu'en tout cas, c'est le cas pour ce qui concerne les schizophrénies. Et que là, on voit bien que la question du nom propre est absolument de premier plan. Mais elle est aussi au premier plan, mais d'une manière totalement inversée dans les paranoïas, où au contraire, il n'y a pas de forclusion du nom propre, mais sa suraffirmation. Ce qui revient au même à titre défensif si on veut, mais encore faut-il se poser la question et puis la discuter. Je ne la résous pas ce soir. Enfin, c'est pas vrai. Je pense qu'en effet, il y a une suraffirmation du nom propre dans toutes les paranoïas. Et c'est encore rien, parce que si on y réfléchit mieux, vous allez écouter doucement ce que je vous dis, et j'espère vous faire peur. S'il fallait accepter cette définition que le nom du père n'était qu'une métaphore du désir de la mère, ce qui est écrit en toutes lettres, vous êtes d'accord, c'est écrit en toutes lettres à la fin de la question préliminaire. Le nom du père n'est qu'une métaphore du désir de la mère. Voilà, c'est ça le nom du père. C'est bête, hein. Voilà. C'est la définition même de la forclusion. Oui ou non? Moi, ça fait 2 ou 3 mois que je tourne autour de ça. Et quand le père n'est justement qu'une métaphore, quand il n'est qu'un pur objet de désir, qu'est-ce que ce serait que ce père? Serait-il seulement un phallophore que convoite la mère, un brave garçon travailleur, ou juste un porteur de phallus qui traîne dans les cafés, va à la guerre, rapporte un peu d'argent à la maison? C'est la forclusion, ça, non? Voilà.
serait même pas nécessaire qu'il ait désiré ses enfants. Point d'interrogation, gros point d'interrogation. Il suffirait que la mère le désire ce père, désire cet homme qui se promène dans la rue, et voilà. Cela ne dit rien du désir du père qui est ainsi forclos. Voilà, j'y vais un peu fort, mais ça me distrait, ça me... Quand dans une famille, un père n'affirme pas son désir du père et n'est qu'une métaphore, il y a de bonnes chances pour que la forclusion ne soit pas loin. Voilà. Donc, problème majeur de la forclusion du nom du père, qui en quelque sorte annonce l'absence du nom du père, au moins dans les schizophrénies. Voilà. Donc, voilà, j'ai posé un problème. Et c'est presque absolu, c'est presque incroyable quand on y réfléchit mieux, parce que comment c'est possible de passer sous silence ce que c'est que le désir du père? Parce que la question « qu'est-ce qu'un père ?» elle s'est posée. Lacan n'a jamais arrêté de dire que c'était la question de Freud. Il n'y a pas répondu pour autant, puisqu'il a répondu en disant que « oh, bah, c'est le désir de la mère ». Si vous connaissez une citation de Lacan qui dit autre chose, envoyez-moi un SMS ou un truc comme ça, que je révise mes problématiques que je pose. Et la névrose en général, comment donne-t-elle la réponse à ce que c'est que cette question? Qu'est-ce que c'est que le désir du père? C'est une question dont la religion donne une réponse bien plus clairement que la psychanalyse, bien qu'en ordre tout à fait dispersé. Alors, je vais oser quelque chose pour éclairer la question, pour dire pourquoi j'ai risqué de dire que la religion apportait des réponses plus claires. C'est un fils qui en a assez d'être un fils, donc qui veut devenir père. Il veut parricider son père en ayant un enfant. Et c'est parce qu'un fils a longuement supporté le désir de son propre père qu'il a envie de devenir père à son tour, à cause de ce que ce désir du père comporte d'incestueux et de mortifiant pour lui, puisque c'est une question qui se reproduit à chaque génération. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, il y a une violence plus ou moins affirmée de génération en génération des pères contre les fils, qui fait que les fils à la génération suivante veulent à leur tour remplacer leur père, parricider leur père, et ainsi transmettre ce désir parricide. C'est dans cette mesure que les fils accumulent les transgressions, qui sont d'ailleurs meilleures pour la santé que le symptôme, et qu'il en a un jour assez d'être un fils pour tenter d'être père à son tour. Voilà. Donc, c'est des raccourcis un peu fulgurants, mais c'est juste pour indiquer que le désir du père est porté par le parricide de génération en génération. Ce n'est pas une métaphore, c'est ce que dit la religion en parlant du spiritus sancti, l'Esprit Saint en quelque sorte, qui va du Père au Fils. Pater et Spiritus Sanctus. Sanctus, ça fait rien. Les pères sont des fils qui veulent prendre la place du leur, de manière plus ou moins terrorisée ou claironnante, et cela sans trop s'occuper ou au mépris du désir de la mère. Parce que là, voilà, j'en viens à l'essentiel de ce qui m'a tracassé pendant des années. Pourquoi s'en prendre à ce point-là de manière si acharnée au désir de la mère, comme étant, au fond, le responsable de la schizophrénie du fils, en ne mettant pas le père dans son désir? Vous comprenez ce que je veux dire, hein?
Donc il faudrait peut-être essayer d'y voir un peu plus clair sur cette question en même temps que le désir du père, sur cette idée des mères déguisées en crocodiles, pourvoyeuses de la psychose. Il existe absolument toutes sortes de mères, toutes sortes de désirs de la mère. Il existe des mères à la Médée, il existe des mères autant que d'espèces de la féminité, c'est-à-dire aussi bien des femmes masculines que des femmes féminines, c'est-à-dire fluctuant selon les moyennes de l'hystérie, hein, ou bien des femmes qui essayent d'être des femmes, donc des femmes à la Médée, hein, qui peuvent être en effet des tueuses d'enfants, et aussi il y a des femmes qui veulent jouer directement le rôle du père, carrément, selon les deux versants des identifications hystériques, qui se déguisent elles-mêmes en père primitif. C'est elles qui sont les maîtresses du fantasme « on bat un enfant ». Hein, c'est elles qui jouent le rôle principal à cet égard. Donc c'est elles qui dirigent je dirais, la mise en scène de l'enfant battu avec des femmes maîtresses, en effet. Hein. Et il arrive aussi que certaines mères font en effet tout ce qu'elles peuvent pour éliminer le père de la scène, hein, et être elles-mêmes le père qui bat. Ça se voit. Alors là, en effet, peut-être qu'on peut parler de l'occurrence schizophrénique, où la mère ne met pas le père à la place de l'agent phallophore. Voilà. Alors une fois qu'on a vu le profil de toutes ces mères, peut-être qu'on peut apercevoir aussi le profil des mères qui, par transitivisme, s'identifient à leur enfant, et donc ne sont pas du tout dans cette position, comment dire, de donner des coups, mais au contraire, ce sont elles qui en reçoivent. Je pense que c'est plutôt ça, la moyenne des mères. Hein. Voilà. Il faut tenir compte du transitivisme de, sans doute, la plupart des femmes vis-à-vis de leur progéniture. Voilà. Donc, ça limite un peu le ravage maternel qui est donné comme une sorte de généralité dans la doxa psychanalytique, en tout cas lacanienne, et qui est sans doute exacte, au moins pour ce qui concerne la schizophrénie, mais pour ce qui concerne les maniaco-dépressives ou surtout la paranoïa, il me semble que c'est absolument pas l'occurrence, mais que c'est le père fustigateur qui est en première ligne, le père tueur. Ça existe, le père tueur. Voilà. Ils envoient leurs fils à la guerre, etc. Voilà. Alors donc, à ce niveau de déconstruction, on peut reprendre, à meilleurs frais, peut-être dans la clinique, la question de qu'est-ce qu'un père et les effets sur, comment dire, sur la psychosomatique, je veux dire, sur la psychosomatique, puisque la psychosomatique est occasionnée par le transitivisme qui va entre les représentations de choses et les sensations pulsionnelles du corps. On comprend bien qu'il peut y avoir un effet immédiat psychosomatique et langage, hein, rapport direct entre des mots et des connexions du corps. Voilà. Je crois que l'heure est venue d'une révision attentive du concept de grand autre. Réduire le concept de grand autre, premièrement, à la mer, et deuxièmement, à la mer crocodile, me semblent deux réductions qui ne sont vraies que dans quelques occurrences de la psychose. Voilà. Hein. Je ne sais pas si je ne vais pas m'arrêter. Je pourrais m'arrêter. Voilà. Bon. Alors, bon, on peut maintenant qu'on a vu la relativité de la figure schizophrénique, parce qu'on regarderait l'algorithme, après tout,
tant qu'on n'a pas de spécification de ce que c'est que le désir du père, on reste quand même bien en carafe, me semble-t-il. Mais j'ai peut-être raté une marche. Alors, c'est vrai qu'ensuite, on peut s'interroger, par exemple, sur qu'est-ce qui fait la force du père tueur et sodomite, par exemple, dans les paranoïas. Ça, il me semble que c'est une invention, le père incestueux, c'est une invention de chaque enfant, parce que ça correspond tout simplement à son désir. Hein. Le père de la horde primitive, il n'y a pas besoin d'aller le chercher dans les élucubrations de Darwin. Chaque enfant, comme l'homme au loup, comme l'homme au rat, s'invente un père qui le désire. Le désir du père, ça marche dans les deux sens. Il ne faut pas voir le désir du père comme étant un désir incestueux du père. Ce sont d'abord les enfants qui ont un désir incestueux pour leurs parents. Voilà. Donc, on s'éclaire sur une généralité du cauchemar des enfants qui ne correspond pas forcément du tout à un traumatisme effectif des enfants. Si on regarde, par exemple, les cas monstrueux comme la paranoïa de Hitler, lisez le bouquin de... comment elle s'appelle, Miller, Alice Miller. Alice Miller, sur le père de Schreiber et sur le père de Hitler. C'est vraiment monstrueux ce qu'on voit sur les implications de la paranoïa dans certaines circonstances sociales, hein, les effets que ça peut avoir, la violence extrême que ça peut avoir, c'est-à-dire de quelle façon le traumatisme sexuel qui est fondateur absolument de toute psyché va prendre une tournure absolument monstrueuse dans de telles occurrences. Voilà. Et ce père des origines, ce père incestueux, je veux dire, le fantasme incestueux, c'est la règle universelle. Il n'y a pas une seule civilisation qui y échappe. Et remettez-le à l'endroit, s'il vous plaît. C'est pas les parents qui désirent en premier, ou plus exactement, c'est transgénérationnel. Ça passe d'une génération à l'autre, et c'est les enfants qui rallument cette affaire dans leur tête à eux, qui rêvent d'un mariage avec leur père, ou avec leur mère d'ailleurs. Hein. Et ce père des origines, il ne s'élimine absolument jamais spontanément. Il lui faut toujours un deuxième père. Ce premier père est un père fantasmatique. Il lui faut un deuxième père de la réalité en quelque sorte. Un papa, c'est quand il n'y a pas cette incarnation du désir quelque part, cette incarnation quelque part du loup en un deuxième père, que dans l'absence, on peut appeler ça forclusion. Et c'est forclusion de quoi? C'est pas la forclusion du nom du père, c'est la forclusion du fantasme parricide, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas fantasmer le parricide s'il n'est qu'affronté au père des origines, au loup des origines. C'est autre chose. Donc il faut réfléchir à cette histoire de forclusion, et peut-être lui rajouter, pour qu'elle soit effectivement ravageante, forclusion du parricide, ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire forclusion seulement du deuxième père. Voilà. C'est lui, ce deuxième père, qui est trop absent, schizophrénie, ou trop présent, qui veut trop incarner le père primitif, qui veut trop jouer les pères primitifs. Donc ce n'est pas le père en général qui est forclos. C'est le processus qui va d'un père à l'autre pour, en quelque sorte, l'éliminer. Voilà. Donc,
je crois que et Freud et Lacan ont bien vu je dirais le cheminement du processus, mais au fond, on ne peut pas plus répondre à la question que, je veux dire, il ne pouvait pas répondre. C'est le processus lui-même qui répond. Il y a ou non forclusion du deuxième pair qui élimine le premier. Et du même coup, entraîne un refoulement, et du même coup, entraîne un refoulement de tout le pulsionnel, donc des phénomènes psychosomatiques. Là, je me suis pas mal retrouvé, là. Je suis bien retombé sur mes pieds, là. J'ai bien cru que j'allais me casser la gueule. Voilà. Alors, le premier père mythique des cauchemars, du premier jour où un enfant dort et cauchemarde, ben, il existe toujours. C'est le deuxième qui, éventuellement, le papa de la réalité, qui peut pas forcément être absent, mais ne pas tenir cette place, se tirer, se présenter toujours plutôt comme un fils, comme le fils du petit Hans d'ailleurs, le père, qui était le fils de sa mère. Voilà. Donc, voilà. Alors, bon, c'est déjà bien servi, non? Voilà, bon, c'est des hypothèses, parce que, je veux dire, on est à un tournant de l'histoire, en quelque sorte, de la psychanalyse et de la psychiatrie, où, si on veut renouveler un peu notre matériel, il faudrait peut-être voir les points où on peut s'améliorer, en quelque sorte. Et je pense que ce point-là est un point vraiment important, d'abord parce qu'il donne des pistes sur comment fonctionne la parole, comment fonctionne le langage, la nature déculpabilisante de l'acte de parler par rapport à cette culpabilité de, comment dire, du sujet qui refoule ses pulsions, c'est aussi bête que ça, hein. C'est-à-dire qui refoule la sensationnalité de ces représentations de choses, hein. Voilà. Et qui obligeront sûrement à des formulations nouvelles quant au fonctionnement du langage, au fonctionnement de la parole, dans son rôle justement de déculpabilisation par rapport à l'invention, par rapport à l'acte de porter son propre nom. Parce qu'il faut toujours agir d'une façon ou d'une autre pour porter son nom, pour être digne de son nom. Fantasme qui est articulé sur, en quelque sorte, toute notre vie érotique, en quelque sorte, puisque du fait de porter son nom va s'articuler le fantasme de séduction et les autres fantasmes fondamentaux qui sont, je dirais, la grammaire de la parole. Ce sont la grammaticalité de la parole. Mais je vais peut-être arrêter d'avoir des visions grandioses. Voilà. Donc j'ai fait quelques hypothèses en partant de quelques difficultés que me pose la compréhension généralisée pour toutes les psychoses de ce que c'est que la forclusion. Et la compréhension du fait même qu'il y ait plusieurs sortes de psychoses, ce que la psychanalyse n'explique pas. Nous n'expliquons pas ce que c'est, pourquoi il y a plusieurs psychoses. La psychiatrie le constate, ce qui veut dire que nous avons encore beaucoup à apprendre de la psychiatrie, contrairement à ce que pensent beaucoup de psychanalystes qui sont un peu arrogants vis-à-vis de la psychiatrie. La nosographie psychiatrique continue de nous enseigner sur des formes de psychose dont nous ne comprenons pas la structure à ce jour, mais qui sont tout à fait pliables à l'ordre freudien. La paranoïa est pliable aux analyses du président Schreiber, et la manie-mélancolie est pliable
au texte de Freud sur la mélancolie et à celui de Freud sur le carnaval, pour la manie. Parce que la manie n'est pas une simple excitation. Hein. Je veux dire, le DSM fait semblant de faire qu'il y aurait d'un côté la dépression, puis de l'autre l'excitation, mais pas du tout. La manie n'est pas simplement une excitation, une envie de jouer, et ainsi de suite. C'est une forme de deuil particulière. C'est un meurtre également. Voilà. Donc avec, je dirais, l'essentiel de l'armature freudienne et lacanienne, on peut avoir une idée de l'ensemble des psychoses, mais nous ne l'avons pas fait. Pour le moment, nous n'avons pas fait ces différentes articulations. Je vais arrêter ce coup avant de dire plus de bêtises. C'est tout un ensemble, en effet, d'hypothèses et de propositions et de références. D'abord, j'aimerais que se vérifie ce propos final, que nous sommes à un tournant de la psychiatrie, de la psychanalyse. Je ne sais pas encore, j'ai l'impression que ça vient. Mais effectivement, à partir, en effet, de ces merveilleux psychiatres, cliniciens dont on n'égale pas la semelle, qui ont fait pendant 50 ou 100 ans des descriptions extraordinaires. Et la psychanalyse donc a fait quelques prouesses autour de Freud et de Lacan, et comme en effet un arrêt à l'ordre. Moi j'abonde dans la question de la forclusion, du forclusif, j'abonde dans t'aviser que c'est une histoire de toute façon considérable, essentielle. Je crois qu'elle est en effet totalement méconnue, bien qu'on le répète tous les jours. C'est dans chaque page de tous les écrits. Mais effectivement, c'est pas pour ça qu'on voit des avancées sur ce plan-là. De la même façon, pour aller dans le même sens, le concept du grand autre. Le concept du grand autre, c'est un foutoir innommable. C'est tout. On sait plus. C'est aussi le lieu des signifiants, etc. C'est un tel, c'est autre chose. On a l'impression d'être arrivé à un moment où on fait une salade, quoi, avec tous les mots, et puis il s'agit à nouveau de s'en sortir. Alors, sur l'holophrase, qui est quand même quelque chose, en effet, de très accolé à cette question de la forclusion, effectivement, de dire que c'est un signifiant qui a, je ne sais plus ce que tu as dit, ou ce qu'a dit Lacan, un signifiant qui est accolé, je l'ai d'accord, mais un signifiant accolé à un autre signifiant, ce ne sont pas des signifiants, en effet. C'est justement pas des signifiants à ce moment-là. Donc là, tu proposes une verticalité, une chute sur le signifié, donc on peut le dire comme ça. Il y a quelque chose, bon, qu'on accepte de geler ou pas. En tout cas, justement pas du signifiant. Et sont assez rares les psychanalystes qui ont essayé de dénouer les holophrases. Guy, pour parler de la psychosomatique, s'y employait à fond. Je ne sais pas toujours ce que ça donnait, mais... pardon ? On lui laisse sa santé. Oui. Alors bon, c'est effectivement tellement une telle concrétion qu'on n'en sort pas bien. Alors pour la schizophrénie, la forclusion et les différentes sortes de psychoses, moi il me semble quand même que les outils freudiens et lacaniens nous permettent
de différencier les différentes variétés de psychose et de donner à peu près leur mode de constitution. Simplement, en effet, ça suppose d'être un peu clair sur les mécanismes métapsychologiques que nous ont sortis ces deux grands travailleurs. Que ce soit seulement sur que la seule schizophrénie corresponde à cet algorithme, dis-tu, non, ce n'est pas mon avis, loin de là, puisque je prétends que selon différentes façons, ça va aussi, jusqu'aux questions du corps, mais d'ailleurs tu l'as dit à un moment, tu as dit schizophrénie du corps. Moi j'avais déjà parlé de paranoïa, de mélancolie du corps, mais je n'avais pas parlé de schizophrénie, mais en effet, ça va dans le même écroulement du corps. Bon, la suraffirmation du nom propre dans les paranoïas, oui, c'est toujours la même histoire qui est sous suraffirmation. Il n'y a plus de nom du père, quoi. Enfin, le nom du père, qu'est-ce que ça serait? Ça serait ce qu'il ferait. Alors, le désir de la mère, c'est quoi le désir de la mère? Le désir de la mère, ça serait que s'il y a désir, il y a une soumission à la castration. Et à partir de là, on peut faire une translation éventuelle sur la castration qui c'est la séparation offerte à ce bambin ou à je sais quoi. Mais moi je l'entends comme ça, le désir de la mère qui permet donc cette séparation parce qu'il y a là-dedans l'acceptation de la castration dans ce mouvement-là. Alors c'est peut-être très grossier comme expression lacanienne, c'est peut-être très grossier, certainement. Là aussi ça demande de s'y mettre et de préciser un petit peu. Voilà. Je ne vais pas prendre la forclusion du parricide qui me paraît un point un peu complexe, mais on ira peut-être un peu plus. Oui, je voudrais justement embrayer sur la forclusion du parricide, parce que c'est ce qui m'a le plus intéressé, enfin, comme dans le déroulement de votre pensée, parce que actuellement je suis précisément en train de travailler sur la question de l'errance des dérives adolescentes, de la délinquance jusqu'au terrorisme. Et j'en suis arrivée précisément à penser que à la fois l'allégeance à un père tout-puissant, non castré au père de la Horde, et en même temps l'acte terroriste, c'est quelque chose d'un parricide dans la mesure où le père, dans la plupart des cas, était absent. Puisque j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents délinquants, souvent de familles en exil, avec des pères qui n'ont pas été présents pour élever leur enfant, ou qui sont des pères complètement désinstitués dans le pays d'accueil, et sont des enfants qui n'ont pas pu effectivement s'adresser à un père. Et le père n'a pas été en position de pouvoir s'adresser à leur enfant. Et bon, je pense qu'il y a cette dérive-là, dans cette allégeance à Allah, au prophète, un père
cette dimension, parce que, bon, au départ, je pensais forclusion du nom du Père, et j'en suis arrivée effectivement à cette idée du parricide qui n'a pas pu avoir lieu, qui ne peut pas avoir lieu. Voilà. Bon, par ailleurs, bon, la question de... J'ai été étonnée que, à plusieurs reprises, vous parliez de la forclusion du nom propre, de la même façon qu'on peut parler de la forclusion du nom du Père, parce que pour moi, le patronyme, c'est pas le nom du Père. Qu'est-ce que c'est? Le nom du Père? Alors, le patronyme ou le nom du Père? Ce que vous voulez. Justement, enfin, dans ce que je suis en train de travailler, je fais la distinction entre ces adolescents-là qui ont eu un père qui n'est pas reconnu socialement. Est-ce qu'ils se désaffilient du nom de leur père, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné du côté symbolique? Ils prennent un autre nom souvent. Oui, Un nom de guerre. Voilà, ils prennent un nom de guerre, un nom véritable, enfin disons un pseudo. Ils ne peuvent pas porter le nom de leur père, ce qui est complètement différent, me semble-t-il, de la dimension métaphorique du nom du père. Il faudrait que vous en disiez plus, parce que, je veux dire, si vous versez immédiatement dans des questions culturelles, vous n'avez pas réglé le problème. Voyez ça, Franck. C'est pas uniquement, il se trouve que c'est beaucoup à ce genre d'adolescents que je veux faire, mais c'est pas uniquement, bien sûr. Non, on peut pas, je ne crois pas qu'on puisse, en tout cas pour ce qui concerne la schizophrénie, faire une distinction si nette entre le nom propre, tel qu'il est effectivement porté, tel qu'il a été pris, endossé pendant toute une période de vie, et puis le nom du père. Non, je veux dire, le nom du père a une matérialité psychique. C'est bizarre de dire ça comme ça. Je veux dire, il faut qu'il ait eu une matérialité. Oui, c'est-à-dire qu'il soit passé par les défilés de Bon, l'Édipe. bah oui. Qu'il soit passé par les défilés de l'Édipe, qu'il soit pris dans les défilés de l'Édipe. Le nom du père, oui. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas le patronyme? Mais c'est, Ouais. mais c'est dans le plus étroit rapport avec le patronyme quand même. Comment vous voulez le distinguer? On entend bien. Mais c'est quand même différent. Un enfant, par exemple, qui est reconnu par son père, mais qui n'a jamais eu affaire à du père, et puis le nom du père, c'est-à-dire de celui, ou celle, j'en sais rien, même qui va... Ben, l'assomption de cette instance, elle se fait par le nom propre. L'assomption de cette instance que vous définissez de reconnaissance, elle se fait grâce au nom propre. Oui, mais le patronyme n'est pas forcément le nom de... Je m'excuse, mais... Bon, Non, mais moi je veux bien entendre votre distinction, mais il faudrait me donner des précisions. Ça semble bizarre qu'en effet le nom du père, ce soit une suite de lettres comme ça, qui servent à désigner quoi? Qui servent à désigner le sujet de l'énoncé. Alors que ça devrait être que le sujet de l'énonciation, un pur esprit, ou je sais pas quoi. Bah non, c'est incarné. Bah oui, c'est C'est incarné. transgénérationnel aussi. Hein, c'est ça. Il y a aussi du transgénérationnel. On a eu ce travail sur Joyce il n'y a pas longtemps. Micro. Il est en train de parler. On a eu ce travail sur Joyce il n'y a pas longtemps. Il me semble qu'il avait un père tel qu'il a récusé ce père-là, et le nom en même temps, et qu'il a fait nom de son œuvre. C'est tout.
Il y a eu une suppléance là. En tout cas, ce qu'on peut dire à partir de ça et de notre projet et de l'APM, c'est que il faut bien quand même considérer qu'une énorme masse on appellera ça comme on veut, de pathologie physique est totalement en dehors de toute prise en compte de la psychanalyse. Immensissime champ de réel dont nous avons à dire quelque chose, à travailler, sinon c'est quand même un aspect quand même de quoi, d'hallucination négative, de crétinerie, d'incapacité, ou alors que ça ne veut pas dire que c'est que une histoire de la médecine physiologique. Bon. En tout cas, pour reprendre ces questions-là, donc nous avons là un champ. Alors après les bêtises, qui veut dire une ânerie finale. Non, mais on voit déjà qu'il y a une dialectique, c'est plus comme ça. Une absence de désir du père ne permet absolument pas d'avancer. Il faut poser le problème. Je ne sais pas comment on le réglera, mais il faut le poser. Hein, la question du désir du père par rapport au désir de la mère, et de ce fait redéfinir le grand autre. Nous n'avons pas de définition du grand autre. Il n'y a qu'à se mettre ça dans l'idée que notre idée actuelle du grand autre, c'est une idée approximative qui ne situe pas du tout le désir de la mère par rapport au désir du père, puisqu'il y a le désir de la mère dans lequel se trouve le désir du père, tout du moins dans la question préliminaire. Hein? Voilà. Donc, faut essayer d'avoir des outils un peu plus raffinés, un peu plus fins. Bon, on va pas prendre cette discussion. Ça prouve qu'il y a à s'entendre quand même un minimum sur les gros qu'on emploie. Nous allons donc nous pencher sur le désir du père en allant nous coucher ce soir et en remerciant Gérard.